Est-ce que le cadrage est ok? Le cadrage est ok. Attends. Ah, j'éternue. Parfait. Pourtant, j'ai passé l'aspirateur, il n'y a plus de poussière chez moi. Bref. Oh là là, je m'auto-fatigue. Bon. Bonjour à tous. C'est Mimi Layli. J'espère que vous allez bien. C'est magnifique, comme j'ai exactement la même tenue que pour la vidéo précédente. Ce n'est pas un hasard, vous l'avez suivi. Je tourne les deux, l'une à la suite de l'autre. Wouhou! On s'en était arrêté au légendaire Origine. Souvenez-vous, eh bien j'ai encore quelques livres dont il faut que je vous parle. Alors ne perdons pas plus de temps et allons-y gaiement, avec beaucoup de joyeuseté. Beaucoup de joyeuseté, c'est très indiqué pour le prochain livre dont je vais vous parler. Il s'agit de Misery de Stephen King. Ah, quelle joie. Misery de Stephen King, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas le pitch de ce grand roman, de ce grand auteur? Misery, c'est l'histoire d'un homme qui a un accident de voiture, Paul Sheldon, qui donc... bon, bah, accident de voiture pas cool, et qui est rescapé par une femme, Annie Wilkes, qui va l'amener chez elle et qui en fait va s'occuper de lui. Sauf que Paul Sheldon, c'est un grand romancier très connu pour la série des Misery. Et Annie Wilkes est la fan numéro 1 de Misery. Et donc, ce qui devait se passer arriva. Annie va séquestrer Paul Sheldon afin de lui soutirer une meilleure fin pour la série des Misery, parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui a été sorti. Voilà. On est sur beaucoup de joie, du coup. C'est un huis clos hyper prenant. Je l'ai lu très vite. C'est la première fois que je lis un Stephen King, donc c'était vraiment ma découverte de la plume de l'auteur, et moi, ça marche. Même si y a un moment un peu creux au milieu du livre où j'ai été hype au début, j'ai été hype de fou à la fin. Au milieu, bon, je trouve qu'il y a un petit passage à vide. En discutant avec une copine, il paraît que c'est un petit peu symptomatique de ce que fait Stephen King. Donc voilà, j'en ai plein d'autres des Stephen King dans ma pile à lire, notamment parce que ma belle-sœur m'en a beaucoup prêté. Laura, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et bah j'ai adoré. J'étais à fond dedans. Alors j'aime bien les trucs un peu hardcore, un peu thriller, un peu gore, un peu glauque, vous voyez, j'ai beaucoup aimé Il était deux fois de Franck Tillier, pour vous donner un ordre d'idée de ce que j'aime. Misery, franchement ça match bien, parce que on a une espèce de gradation dans l'horreur. Au début on se dit bon, elle est pas si terrible, et petit à petit on fait ah, quand même, j'aimerais pas que ce soit ma pote, hein. Et ça fait un peu froid dans le dos jusqu'où Annie Wilkes est capable d'aller, et plus on avance dans le récit et plus on découvre des dingueries. Et c'est franchement bien fait. Voilà, j'ai pas énormément de choses à en dire parce que bah, c'est un livre tellement connu, d'un auteur tellement connu, que moi, qu'est-ce que je vais rajouter à ma pierre à l'édifice qui est déjà bien construit et qui dépasse le Burj Khalifa. Bon, voilà. Mais en tout cas, mon avis sur Misery, c'est que très haletant au début, très haletant à la fin, un petit passage à vide au milieu, où en fait on a la sensation qu'il y a une surenchère d'horreur, mais on rentre plus dedans. En fait, il y a des trucs, c'est très bizarre parce que c'est très ambivalent. Il y a de l'horreur qui est décrite avec tellement de cynisme et tellement de précision qu'on peut que se dire dégueu. Et un passage à vide où l'horreur est décrite avec beaucoup de détachement. Et en fait, on n'est plus dedans. Et du coup, on fait ouais, bon, ok, il s'est passé ça. Alors que ce sont des trucs objectivement terribles, hein. Mais on n'est pas pris aux tripes à 100% des moments de la plume de Stephen King. C'est pour ça que je dis que j'ai eu un petit passage à vide au milieu. Mais vraiment très bonne lecture. En tout cas, le début m'a happé, la fin m'a coupé le souffle. Il y a un passage particulièrement où j'ai fait
dégueu. Pour ceux qui ont lu le livre ou ceux qui ont vu le film, même si le passage n'est pas tout à fait le même, je pense que vous voyez de quoi je parle. Bref, bon, bah je suis très contente. Et il me semble que ce livre a été récupéré, donc c'est ma belle-sœur qui me l'a donné. Il a été récupéré par le lycée professionnel Gilles Jamin à Rochefort. Bah merci au lycée pro de Rochefort de nous avoir donné ces anciens vieux livres qui n'étaient plus lus. Je suis assez étonnée que ceci ait pu arriver dans la bibliothèque d'un lycée, mais écoutez, pourquoi pas. Après tout, j'ai vu un de mes élèves de 5e le lire il y a 2 ans, donc bon, est-ce que vraiment il faut que je m'étonne? Je suis pas bien sûre. Après Misery, j'ai fait un vlog sur cette lecture parce que c'est une lecture que vous m'avez demandé. Il s'agit de Phobos de Victor Dixon. Je vais pas m'étaler dessus parce que j'ai une vidéo entière qui est dédiée sur le sujet. C'est l'histoire d'une fille qui est prise dans un programme spatial pour aller faire une télé-réalité sur Mars et en fait il se passe des dingueries. Et donc on est pris dans ce truc un peu télé-réalité de qui est-ce qu'elle va choisir pour être son prétendant machin, et après on est pris dans le non, c'est pas ça vraiment le cœur du sujet. Et la fin m'a... Alors, tout le milieu, je me disais, c'est un peu convenu, je me doute un petit peu de qui sont les méchants, ils me saoulent un peu, leurs gros sabots de grands méchants... Et je m'attendais pas spécialement à lire la suite de la saga. Mais alors la fin de ce tome 1, mais mama, je veux connaître la suite de cette histoire. Donc, c'est évident que je lirai la suite. Maintenant, quand, je ne sais pas, hein, je suis pas une très grosse lectrice de saga, donc en plus, quand ça arrive un peu de façon disparate. Il y a d'autres sagas dont j'ai énormément envie de lire la suite, donc par exemple, il est là derrière moi, The Royal Coven. On le voit pas parce qu'il y a genre 4 ou 5, 3 ou 4, j'exagère, je suis un peu marseillaise, pas du tout. 3 ou 4 rangées de livres derrière moi sur chacune des étagères, mais il y a un certain nombre de sagas dont je veux lire la suite, mais Phobos, faut y aller, surtout pour la lecture ado, parce que du coup moi je le lis en étant vraiment adulte et c'est clairement écrit plutôt pour un public young adulte ou voire ado, mais ça fonctionne bien et la fin m'a... Voilà, du coup, j'en dis pas plus. De toute façon, si vous êtes intéressé, allez voir mon vlog, il est beaucoup plus détaillé. Et puis, voilà, Phobos de Victor Dixon, qui est, au passage, la saga préférée, si je ne m'abuse, de Audrey, du Souffle des Mots. Ensuite, alors là, il faut que je vous parle de cette lecture, parce que ça a été une claque. J'ai découvert à Nantes, il y a une librairie queer spécialisée pour la littérature un peu engagée LGBT en général et politisée en général. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'aille faire un tour dans cette librairie parce qu'il doit y avoir des dingues qu'on ne sort pas forcément ailleurs, puisque c'est un peu la fer de lance, entre guillemets, si vous voulez, du principe de la librairie queer. Et donc je me suis dit, go, il faut y aller, il faut que j'y aille avec un projet en tête. Et ce projet, il s'est imposé à moi très facilement, comme c'était à quelques temps de mon procès, enfin du procès de mon ex du coup. Il me fallait des lectures pour... vous voyez ce que je veux dire? Pour avoir... de la résilience, de la bienveillance, des gens qui ont vécu des trucs durs, mais en fait, qui s'en sortent bien. J'avais besoin de ça. Et donc je parle de ça à la libraire, je lui dis voilà, je vais avoir telle épreuve qui va m'arriver, je vous en parle parce que ce qu'il me faut comme genre de lecture, c'est des femmes ou autres qui ont réussi à passer à une meilleure vie après avoir vécu des dingues. Voilà, finalement. Et je suis aussi tombée sur un autre ouvrage. Et en lisant la 4e de couverture, je me suis dit c'est trop proche, c'est beaucoup trop proche de ce que je vais vivre, il faut que je le lise. Cet ouvrage, c'est Si la rose n'intafanée de Pauline de Vergnette. C'est un petit livre qui fait 100 pages.
sorti aux éditions Blast, qui est l'histoire d'un féminicide qui se passe dans un procès. Et en fait, on a les différents points de vue des gens au fur et à mesure du procès. On a le meurtrier, on a les gens qui sont là en témoignage, on a la cour, on a le journaliste qui est là, on a les féministes qui ont leur drapeau de féministe devant le tribunal. Et moi je m'attendais à un livre témoignage, un genre de livre témoignage, alors pas forcément biographique ou autobiographique, mais vraiment un genre de livre témoignage. Et je me suis fourvoyée. Ça a été une claque parce que y a un gros passage où en fait on sort complètement du procès et les féministes prennent le pouvoir en fait, si vous voulez. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un livre où enfin on met de la voix aux femmes qui vivent des horreurs. Et c'est pour ça que je pense que c'était quelque chose de très important qu'il fallait que je vous en parle. J'en ai un peu parlé sur Insta dans mes stories. J'ai été bouleversée par cette lecture, probablement aussi du fait que c'était à 3 jours du début de mon procès, que donc forcément il y avait des résonances, même si personnellement, je sais pas si ça se voit, je suis pas hyper morte, mais bon, passons les détails, si tant est que c'en soit un. C'est écrit de façon assez étonnante, vous voyez, il y a des gros points au milieu de la narration, pourquoi ? Parce que ce sont juste les dialogues et les fils de pensée des gens. Et donc il y a des points quand ils s'adressent à quelqu'un et qu'ils font des blocs, ils se bloquent dans leurs phrases, ou quand j'imagine qu'il y a une réponse et qu'ils reprennent un autre chemin de pensée. En fait, on a vraiment la sensation d'avoir un truc très brut qui sort de la tête des gens. Et bon, roman choral, évidemment, vous connaissez mon amour pour les romans chorales, encore plus un témoignage, encore plus le fait que on a de tout, en fait. On commence le livre en se disant « Mais putain, mais qu'est-ce que je suis en train de lire ?» Parce que, bon, d'accord, il l'a tuée, mais bon, si on connaissait sa femme, elle était un peu chiante quand même, hein. Et au début, je me dis « Mais je veux vraiment pas avoir à lire quelqu'un qui défend un féminicide. » Tu vois, vraiment, c'était vraiment pas mon objectif de lecture à ce moment-là. Et en fait, c'est pas du tout l'objectif de lecture de l'autrice. Je pense que l'autrice, elle a dû en voir de toutes les couleurs pour écrire un truc pareil. Même s'il y a des trucs qui nous font dire, mais quelle horreur, en fait. À quel moment on peut défendre le meurtre d'une femme sous les coups, tu vois. Évidemment, il y a des gens dont c'est le métier, hein. Les avocats de la défense, on les appelle pas les avocats de la défense pour rien. Et je ne mets pas du tout en cause le fait qu'ils soient nécessaires dans notre société, en tout cas. C'est pas ça que je veux dire, c'est que là, on a vraiment des témoignages de copains, de témoins, de gens qui viennent dire « Oui, mais bon, en même temps, elle était un peu chiante, elle était un peu bizarre, et puis, bon, elle était prof de français, mais même ses élèves, ils la trouvaient un peu chelou, tu vois, donc est-ce qu'il n'y a pas quelque part où elle a un peu mérité son sort, hein, on sait pas trop. » Sauf que, en fait, ça, plutôt que de montrer quelque chose qu'on voudrait obtenir, ce qui est vraiment il a tué quelqu'un, on le met en prison, il n'y a pas d'entre-deux, en fait, c'est très très linéaire. En fait, c'est pas comme ça dans la réalité. Il a tué quelqu'un, on va chercher à expliquer pourquoi, à comprendre pourquoi, et il se trouve qu'il y a des zones de flou, des zones de gris, et ça n'excuse rien, ça n'explique même pas. Mais ça laisse aux gens le fait d'avoir le droit de réfléchir sur ce qui s'est passé. Et avoir le droit de réfléchir, ça passe aussi par le doute. Et ça passe aussi par le « entendons tout le monde ». Déterminons le vrai du faux, l'important du moins important. Et rendons-nous compte que c'est pas une évidence pour tout le monde d'aller mettre en prison ou accuser ou rendre coupable des gens qui ont fait des horreurs. Parce que il y a des gens, il y a des personnes qui vont avoir envie de comprendre d'où ça sort,
pourquoi, essayer d'excuser aussi peut-être, que ça rend les choses plus humaines, d'excuser, de chercher à excuser en tout cas ces comportements qui sont absolument aberrants et inhumains et horribles. Et en fait je trouve que c'est brillamment écrit parce que on a toute cette dichotomie entre on sait que c'est une horreur, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'explication, c'est une horreur. Et tout le chemin de pensée des gens qui connaissaient le couple, qui cherchent à s'expliquer pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, et qui en fait sont des gens très humains, qui ont besoin d'une explication pour dédramatiser. On est tellement dans l'horreur, en fait. Quand on passe dans une cour d'assises, on est tellement tout le temps dans l'horreur, qu'on a besoin d'extérioriser et d'expliquer ce qui se passe avec des choses qui sortent pas de l'ordinaire. Et là, ça, c'est vraiment exactement de ça que ça parle. On a tout le passage où on a les témoins, les anciens élèves, machin, tout ça, de la nana du coup qui s'est fait tuer. Où en fait, on est un peu dans le et si c'était pas si grave, parce qu'en fait, les gens ont besoin de s'y raccrocher, parce que comme c'est une horreur, c'est difficile de concevoir l'horreur quand on y est confronté. Et on cherche toujours un moyen pour l'atténuer et la rendre moins crispante. Moi, je sais pas trop où je veux en venir. Je trouve que c'est un livre qui est nécessaire pour des témoignages importants. Je sais pas si tout le monde est prêt à lire ça. Honnêtement, c'est assez dur parce que on cherche à expliquer l'inexplicable en fait. Et je trouve la plume de l'autrice tellement précise dans l'humanité qu'elle veut transmettre. Ça m'a secouée parce que donc il y a tout ce début où on essaye de rationaliser et de rendre acceptable le meurtre. Et on a la fin où en fait la narration est très bien construite. On a la fin où en fait non, en fait ça n'est pas explicable. Et ça n'est pas entendable et ça n'est pas excusable. Et c'est tellement bien construit, tellement bien fait, c'est pas très long à lire. Mais si c'est un sujet qui vous touche, je pense que ça peut vous... Voilà, un truc dans ce genre-là. Je suis pas hyper claire, hein. C'est difficile d'être clair quand on parle de trucs aussi importants. Après ça, j'ai lu un truc, je me suis dit, bon, j'ai lu l'horreur, et si on allait lire de la douceur? J'en avais besoin. À un jour de mon procès, je me suis gavée de ces gens-là, de Olga Auguste Lou Wolfson, sorti aux éditions Fier. Je me suis renseignée un peu sur l'auteurice de ce recueil. Il se trouve que c'est une drague. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez la trouver sans aucun problème. Une drague non-binaire. Et elle nous a écrit un recueil doux au possible de gens qui ont vécu leur coming out au sens le plus large du terme, hein, dans tous les domaines que vous pouvez imaginer, et qui le vivent bien, et qui sont entourés de gens bien, et qui vivent des choses agréables. Et c'est tellement important, parce que oui, c'est important de dénoncer à quel point ces gens-là vivent un combat quotidien pour se faire respecter. Mais oui, c'est aussi important de montrer que une fois que le combat a été mené, c'est une délivrance, en fait. Ce livre-là, pour tous les gens qui ont une petite réflexion sur leur identité de genre ou sur leur orientation sexuelle, c'est une porte ouverte au bonheur, en fait. Et ça fait tellement, mais tellement du bien. Surtout après ça, là. C'est vraiment, on passe dans deux mondes. On est pourtant vraiment dans deux littératures assez engagées, en fait. Et celui-là, mais qu'est-ce qu'il est doux et qu'est-ce qu'il fait du bien. Je l'ai lu en une traite, je crois que je l'ai lu en 2 soirs. Pareil, il est assez court, hein, il fait 120 pages. Il fait 120 pages, ça a été un très très beau coup de cœur. C'est un recueil de nouvelles, je sais pas si je l'avais dit, je crois que je l'avais dit. Et voilà, c'est des histoires de vie de gens qui ont envie de vivre et qui vivent avec leurs différences, et ça fait du bien. J'envoie, si par hasard l'auteurice tombe sur cette vidéo,
Je lui envoie tout mon bonheur et tout mon courage pour ceux qu'elle traverse. Et quelle douceur, quoi, quel bonheur, vraiment, si vous n'êtes pas rebuté par la cause LGBT. Déjà, si vous êtes rebuté par la cause LGBT, qu'est-ce que vous faites sur ma chaîne, en fait? Déjà, vous n'avez pas votre place ici. Bref, lisez ça. Et particulièrement, je pense à des ados que je pourrais avoir en classe. Je pense à certains ados, en l'occurrence, qui ont probablement pas repéré que je les avais repérés, mais je vous vois. Lisez ça. Voilà. Édition fière pour celles et ceux que ça intéresse. Et puis en plus, c'est le premier ouvrage de l'auteuriste, donc le foncez. Voilà. Ensuite, on fait encore un grand écart. Je n'ai plus que 2 livres à vous parler. Ça tombe bien parce que si on cumule les 2 vidéos, on est quasiment à 1 heure de blabla. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est là pour parler, parlons. Les oiseaux d'argile de Christian Léourier. Alors là, mais rien à voir avec ce qu'on a lu précédemment. On sort complètement de la littérature politisée et importante dans la vie de tous les jours pour partir dans de la SF. Et la SF sortie aux éditions Argile, je trouve la couverture magnifique, hein, personnellement, je la trouve très très belle. C'est un recueil de nouvelles, encore un recueil de nouvelles de SF, complètement mais déjanté, qui part dans tous les sens. Au début, je me disais pourquoi pas. À la fin, j'en avais un peu marre parce qu'il y a beaucoup de nouvelles. Hein. Il fait quand même beaucoup de pages. Oh, j'avais l'impression qu'il en faisait plus que ça. Bon, il fait que 340 pages, mais quand même. Il y a des très bons textes, un peu dystopiques, qui m'ont beaucoup parlé. Il y a des trucs tellement barrés entre la SF et la fantasy que j'étais un peu hermétique, vous voyez. Je suis pas très SF, je crois que j'en avais déjà parlé sur la chaîne. Oui, quand j'avais lu de toute façon sur Fusionnel de Christophe Morgenthal, j'avais dit que la SF c'était pas vraiment mon fer de lance, si vous voulez. Mais c'était agréable de faire une lecture qui sortait tellement de l'ordinaire. Au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre, parce qu'il y a eu des trucs très lourds, et il y a eu des trucs tellement léger que j'avais du mal à faire le lien et pourquoi c'était vraiment dans le même recueil, à part le fait que c'était un espèce de mix entre de la SF et de la fantasy. Plutôt SF que fantasy, on est vraiment sur de la SF, mais vraiment SF où on croise des extraterrestres, quoi, si vous voulez. C'est pour ça que je dis c'est un peu un mix entre les deux. Il y a des trucs très dystopiques, très ancrés dans le monde réel où on se dit « Oh, j'ai pas envie que ça arrive chez nous, ça !» Et il y a des trucs tellement fous que on se dit ok, bon, voilà. Donc c'est très inégal, enfin pour moi, ça a été très inégal. Il paraît que Christian Léourier, ah je vais y arriver, je parle plus bien. Christian Léourier, c'est un auteur vachement connu, en fait. Bah je le connaissais pas. Il a une très belle plume, il écrit vraiment très bien, par contre là ça je peux vraiment pas le nier. C'est précis, c'est plein de vocabulaire, il y avait même des mots que je connaissais pas. Alors évidemment il y a toujours des mots qu'on connaît pas. Je pense avoir une culture littéraire assez variée pour connaître un certain panel de mots. Il y avait encore pas mal de mots que je connaissais pas là-dedans, donc vous voyez c'est vraiment quelqu'un c'est quelqu'un de très érudit, ça se sent dans son écriture. C'est pas prise de tête pour autant, hein. C'est vraiment juste précis et lexicalement fourni. Mais effectivement, c'était bien que ce soit un recueil de nouvelles parce que de temps en temps j'avais besoin de lire autre chose et de passer à autre chose parce que c'était un peu lourd. Voilà. Blues pour un garçon perdu. Il y en a combien des nouvelles? Attendez, je lis combien il y a de nouvelles là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27... 27 nouvelles pour un recueil de nouvelles, c'est quand même beaucoup. Voilà. Donc il y en a des très courtes, il y en a des beaucoup plus longues. Mais dans l'ensemble, si vous aimez la SF et la dystopie et que vous aimez le mix SF fantasy et les histoires d'extraterrestres, faut aller lire ça, c'est bien. Moi, ça m'a pas transcendé. J'étais contente d'arriver à la fin, je vais pas mentir. Et enfin, last but not least, puisque j'ai bien l'intention de continuer à lire, j'ai lu. Alors, c'est une des copines qui me l'a donné. Alors, je ne sais pas qui, donc, au hasard, copine qui te reconnaîtra, merci de l'avoir déposé dans ma chambre au camping.
Je sais pas qui c'est, mais je sais que c'est une copine à moi. On m'a donné l'épreuve non corrigée de Sing Me to Sleep, ou Le chant de la sirène en français, de Gabby Burton. C'est de la romantaisie. J'en lis pas beaucoup, mais écoutez, pourquoi pas. Il a bien pris l'eau, hein, je l'ai lu au bord de la piscine. J'avais pas beaucoup de scrupules parce que c'est une épreuve non corrigée, j'avoue, mais alors regardez-moi l'état de ce bouquin, vraiment c'est une catastrophe. Mélie, tu pourrais faire attention à tes affaires. Bref. De toute façon, il va finir donner à une association ou à une boîte à livres, voilà. C'est ça son objectif de vie à ce livre. Apparaître le 15 mai 2024, je suis pas très en avance hein, sur les sorties littéraires. Bon, de quoi ça parle cette histoire? C'est l'histoire de... Alors, je ne sais pas prononcer ce nom, arrêtez avec ce prénom irlandais, s'il vous plaît, il est imprononçable. Saoirse. S-A-O-I-R-S-E. Si vous savez le prononcer, dites-le moi dans les commentaires, c'est impossible pour moi. Je l'ai appelé Saroïse pendant tout le long du roman. Je sais que c'est pas comme ça que ça se dit, mais vraiment c'était plus simple pour moi dans ma tête. Saroïse est donc une sirène, et c'est une créature qui est absolument interdite dans le royaume de... J'ai oublié son nom... Kerdre. Dans le royaume de Kerdre. Son existence même est illégale, donc il faut qu'elle se cache. Et pour se cacher, elle a des perles de Kyll, qui sont une espèce de magie, en fait, qui permet de transformer son apparence. On comprend que c'est un royaume qui est gouverné par les Fae. Alors moi, je suis pas très au fait de ce qu'on appelle les Fae dans la fantasy. Moi, je croyais, jusqu'à lire ça, que les Fae, c'était un autre mot pour dire des fées. En fait, c'est pas le cas. Apparemment, là, en tout cas, ce sont des gens qui ont des affinités avec un des 4 éléments. Bon, expliquez-moi ce qu'est un Fae, s'il vous plaît. Et ce royaume gouverné par les Fae, c'est un truc un peu tyrannique, donc anti-autre espèce. On sait qu'il y a des sorcières, on sait qu'il y a des humains, mais les sorcières sont recluses et les humains sont utilisés comme des esclaves. Donc, pas ouf. Si t'es pas un Fae là-dedans, t'es un peu dans la merde. Donc, notre bonne Saroise, elle est dans la méga merde. Elle est dans la méga merde, mais donc elle se cache. Et en plus de ça, comme elle est une sirène, elle a cet instinct de tuer. Génial. Donc elle ne peut pas se passer de buter des gens pour assouvir ses instincts et se sentir bien. Génial, parce que sinon, en fait, ça lui crée des maux de crâne et ça l'empêche de vivre, en fait. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très fun au départ. Et il se trouve que Saroise, je fais vraiment plus aucun effort, elle fait partie des deltas, en fait, c'est une espèce de préparation aux gardes, si vous voulez, et c'est la meilleure. C'est la meilleure. Et elle se fait passer pour une fille de Fae qui n'a pas de pouvoir, en fait. Ce qu'ils appellent une Icatus dans le livre. Et elle gagne les qualifications, qui sont l'espèce d'épreuve ultime pour savoir où est-ce que tu vas travailler en tant que garde, en tant que soldat. Et il se trouve qu'elle est donc envoyée à la garde personnelle du prince de Kerdre. Voilà, donc on est sur un ennemi to lovers, hein, on est vraiment là-dedans. Et je m'attendais à une romantaisie pure et dure, vraiment avec la romance en premier plan. Je me suis un peu fourvoyée parce qu'il y a quand même une grosse partie géopo, pas très poussée, mais géopo quand même dans la fantasy. Donc on est quand même pas mal dans la fantasy dure plus que dans la romantaisie, même si quand je dis fantasy dure, c'est très axé pour les ados et jeunes adultes. On n'est pas sur de la fantasy à la Robin Hood, hein, si vous voulez. On est sur des trucs beaucoup plus simples, qui d'ailleurs m'ont fait un peu lever les yeux au ciel de « Oh, on est les méchants ». Et bon, ils sont les gentils. Et oh, c'est pas gentil d'être méchant. Enfin voilà, un peu ça. Ça m'a un peu saoulée. Ça a été une bonne lecture. J'ai mis du temps à lire le début. Je patinais un peu. J'étais là, bon, convenu, ça me saoule. Pas ouf, voilà. Mais j'ai lu la moitié du roman d'une traite. En fait, il y a un moment où il y a un événement qui débloque la suite d'enquête, en fait. Parce qu'il y a une histoire d'enquête aussi où elle doit enquêter sur un meurtrier qui sévit en ville. Il se trouve que ce meurtrier, bah c'est elle. Bref, il se débloque un truc, et la suite, vraiment, la moitié du livre, donc 250 pages, il fait à peu près 560 pages. Ah ouais, presque 600 pages. Bon, à peu près 300 pages, à peu près à la moitié, du coup. Il y a un truc qui se débloque, et j'ai lu le reste d'une traite dans une soirée nuit, voilà.
Et j'ai bien aimé ma fin de lecture, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais la fin de lecture a été très très agréable. Parce que on n'est pas juste sur la romance entre une sirène et le prince d'un royaume qui veut pas de sirène. On est sur quelque chose d'un peu plus poussé. Mais en même temps, on explore vraiment la surface de la discrimination, etc. On n'est pas dans un récit très engagé non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'était agréable. C'est pas une lecture qui restera dans ma tête, je pense. Ça a fait du bien. C'était une lecture piscine, quoi. Vraiment, je l'ai lu à côté de la piscine quand j'étais en vacances. Bah, c'était une lecture pour ça. Vraiment, on était là pour ça. Ça fait du bien à lire. Ça casse pas trois pattes à un canard. Je comprends qu'il y ait eu de l'engouement autour de ça, surtout pour les fans de romantaisie. Bon. Moi, j'y ai peut-être pas trouvé de ouf mon compte, mais j'ai bien aimé la partie enquête. C'est ce qui m'a le plus plu. C'est pas une romantaisie qui va très loin, parce qu'il y a même pas de bisous. Voilà, sachez-le, si vous êtes des gros fans de romantaisie avec des scènes un peu olé olé, c'est pas pour vous. C'est très très smooth, si vous voulez. Déjà, en général, la romantaisie, ça prend son temps. Mais alors là, ça prend vraiment son temps. Mais l'Enemy to Lovers est plutôt bien construit. Hein. On est vraiment... Elle ne peut pas piffrer le prince pour des raisons notamment personnelles et notamment sociétales. Donc en fait, il y a des vraies raisons pour lesquelles c'est un Enemy to Lovers. Ça fonctionne vraiment bien. Mais... bon, on n'est pas sur... Voilà, les aspects qui auraient pu être développés, à mon sens, ne le sont pas assez et je trouve ça un peu dommage. Donc on n'est pas sur une excellente lecture. Si je devais lui donner une note sur 5, on est sur un 3,5 à peu près. Mais ça passe le temps et voilà, pour une lecture vacances-piscine, ça fait du bien. Eh, j'ai fait le tour! J'ai fini! Wouhou! Bon, et bien voilà! Qu'ai-je de plus à rajouter? Je pense que c'est déjà bien, hein? Ouais, ça fait quand même 35 minutes que je parle. Bon, je vous souhaite à tous et à toutes une belle vie, d'être heureux dans vos vies. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main et je vous fais des bisous. Ciao!